Merci d'être sur la télévision. La Barre pour suivre le journal de ce jour, mercredi 26 février 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons cette édition avec l'activité du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel Mohamed El Hadji Ousmane, qui a lancé ce mercredi matin au centre de conférence internationale de Mahatma Gandhi de Niamey les activités entrant dans le cadre de l'exposition sur la résilience au Niger. Cette exposition porte donc pour le développement durable et est organisée par le Programme alimentaire mondial PAM en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, nous rapporte Nafisa Yahya et Chebou Guissou. Organisée par le Programme alimentaire mondial PAM et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, cette activité marque le lancement de l'exposition sur la résilience au Niger. Une exposition dont la vision est de mettre en lumière le remarquable parcours de résilience en cours au Niger. Cet événement témoigne de la détermination continue du gouvernement et des communautés nigériennes qui jouent un rôle de premier plan dans la promotion de la résilience, à bâtir un avenir plus durable et à réaliser les objectifs de souveraineté alimentaire pour un Niger prospère. Sous la direction du gouvernement du Niger et grâce aux contributions de nombreux partenaires ici présents, le Niger a réalisé des avancées significatives dans la construction de systèmes alimentaires sains et résilients, tout en œuvrant pour renforcer les moyens de subsistance de millions de personnes. Nous nous réunissons aujourd'hui non seulement pour célébrer les succès du Niger, mais aussi pour apprendre les uns des autres et affirmer notre engagement en commun en faveur de la réalisation des objectifs nationaux de développement. Dans le cadre de la résilience des communautés au Niger, le PAM a mené plusieurs actions. Occasion pour le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage de rappeler ce soutien important avant de réaffirmer son engagement à renforcer cette collaboration. À titre illustratif, au cours de l'année scolaire 2023-2024, le PAM a assisté plus de 325 000 enfants, dont près de 163 000 filles dans plus de 1600 écoles primaires de cette région du pays, dans des contextes de développement et d'urgence. En plus, les filles et les garçons de 6 à 59 mois identifiés comme souffrant de malnutrition aiguë modérée ont reçu des aliments nutritifs spécialisés pour compléter les rations familiales et près de 96% d'entre eux se sont rétablis de malnutrition. Aussi, dans le cadre du programme de résilience intégrée, il a été mis en œuvre à grande échelle, touchant plus de 2000 villages, plus d'1 million de personnes ont reçu des transferts de fonds. À toutes ces actions, plus de 38 000 hectares de terres ont été réhabilités pour la production agro-pastorale, permettant la production de plus de 15 000 tonnes métriques de céréales et 14 500 tonnes de fourrage. Les bénéficiaires du PAM ont reçu près de 136 000 tonnes de nourriture et plus de près de 15 milliards de francs CFA de transferts en espèces, combinés à une alimentation complémentaire pour prévenir la malnutrition chez les enfants supplémentaires, pour prévenir la malnutrition chez près de 39 000 enfants âgés de 6 à 23 mois vivant dans des ménages bénéficiant des activités de la création d'actifs. Mon département ministériel est pleinement engagé à travailler en étroite collaboration avec le Programme alimentaire mondial et tous les partenaires pour renforcer la résilience de nos communautés. Cette exposition pour la promotion de la résilience pour le développement durable au Niger va durer 2 jours. La fin de cette cérémonie a été marquée par la visite des stands érigés pour la circonstance. La souveraineté nationale passe nécessairement par la souveraineté alimentaire. Nafisa Yahya, et beaucoup de Nigériens commencent à s'adonner à des cultures maraîchères avec des engrais naturels pour atteindre cet objectif. Ils sont de plus en plus nombreux donc qui se lancent dans l'agroécologie pour produire des produits bio. Précision, Ismaël Moumouni dans ce reportage. Accroître sa production, manger sain, tout en protégeant sa santé et l'environnement, tout ceci en moindre coût, cela est possible grâce à l'agroécologie. Cette dernière met en exergue la valorisation des intrants locaux à travers l'utilisation des pesticides et compost bio. Pour la confection du biopesticide, c'est vraiment à base des plantes locales, notamment le piment, les graines d'Inim,
l'ail, l'oignon. Voilà, donc on les regroupe pour faire des recettes. Par exemple, quand on prend le cocktail, on cherche de l'ail, d'oignon, de piment et des graines de Nîmes. On va les piler, peser 1 kg chacun et mettre ça dans un récipient, ajouter de l'eau et laisser pendant un moment, 12 heures à 24 heures, le temps de macération. Ensuite, on filtre ces produits. Donc, le produit obtenu est utilisé pour traiter les ennemis des cultures. Comment se fait le mode d'utilisation? Donc, on prend 1 litre de ces produits fabriqués, mettre 8 litres d'eau et 1 litre de savon. Donc, le savon sert vraiment de collant pour laisser le biopesticide aux feuilles. Voilà, et traiter une superficie de 100 à 200 mètres carrés. Donc, cela permettra de gérer efficacement les ennemis des cultures sans pour autant nuire à la santé des producteurs, des consommateurs, et aussi ça permettra de protéger l'environnement. Valorisant les résidus de culture, le biofertilisant enrichit le sol, ainsi multiplie le rendement avec un goût inégalé de l'aliment. Ce compost à base des résidus de culture, notamment les herbes sèches, la paille, les tiges de mil, les tiges de sorgho, la panne de niébé, ensuite le fumier, la cendre, donc pour les mélanger ensemble et laisser un temps de décomposition. Donc une fois que ces éléments réunis pendant quelques temps, 45 à 60 jours, donc tous ces éléments vont se décomposer et produire ce qu'on appelle du compost. Donc ce compost-là est utilisé pour fertiliser les sols, permet de nourrir les sols et les cultures, améliore la structure du sol, augmente le développement des micro-organismes efficaces dans les sols. Donc ça ne nuit pas au sol, ça ne nuit pas aux cultures et permet aussi de protéger les producteurs et les consommateurs. Sachant que les engrais et les pesticides chimiques sont non seulement chers, mais également nuisibles à l'environnement et à l'homme, alors l'agroécologie demeure la solution pour l'atteinte de la souveraineté et sécurité alimentaire, surtout pour un pays comme le Niger. Ceux qui ont utilisé les produits bio, les résultats est sans appel. Tout est positif. Merci Ismaël Moumouni. Poursuite des passages des membres du gouvernement sur le plateau de la télévision nationale Télé Sahel pour la présentation de leur bilan de mise en œuvre des lettres de mission à eux, assignées par le président du CNSP, le général de brigade Abdourahmane Tchani, chef de l'État. Hier, c'était le tour de la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Madame Sofiane Agachatou, qui parle dans cet extrait de la contribution de l'artisanat dans l'économie nigérienne. On l'écoute. Le tourisme, c'est l'industrie du voyage. Les Nigériens voyagent beaucoup et pour preuve, nous avons plus de 20 compagnies de transport terrestre ici au Niger qui sont dynamiques et opérationnelles. Actuellement, la majorité des clients de nos structures d'hébergement sont constitués d'étrangers en séjour ou de passage au Niger. Notre stratégie vise à casser cette dépendance en favorisant le développement du tourisme domestique. Nous comptons aussi, à travers les actions ciblées et harmonisées, promouvoir et développer le tourisme comme levier pour la reprise économique du pays. En ce qui concerne l'artisanat, je dois rappeler que beaucoup ont une compréhension étroite du secteur de l'artisanat. Pour eux, les activités de l'artisanat se limitent à l'artisanat d'art, à savoir la bijouterie, la maroquinerie, alors que dans sa dimension large, l'artisanat englobe des activités de production, artisanat utilitaire telles que la confection des meubles, des ustensiles de cuisine. Nous avons la transformation agroalimentaire, les divers services, et petits transports urbains, la plomberie, l'électricité dans le cadre des BTP, également la petite restauration. Il faut savoir que le secteur est organisé en 8 branches d'activité qui sont réparties en 291 métiers. C'est dire qu'aujourd'hui, il serait difficile de ne pas compter un artisan dans une famille nigérienne. Un recensement d'ailleurs dans ce cadre est prévu pour montrer le taux très élevé des artisans au Niger. Notre action vraiment vise à ce qu'on montre la place réelle
de l'artisanat et qui transcende les clichés habituels. La dernière édition du SAFEM a été un succès. Comment pérenniser cette manifestation et beaucoup d'autres organisées par votre ministère? Merci, M. Abdoulaye. D'ailleurs, je me réjouis que vous dites que c'est une réussite. Et je suis heureuse de constater que vous appréciez à juste titre que les efforts sont fournis pour assurer ce succès. C'est l'occasion pour moi ici de saluer la collaboration qui a prévalu dans l'organisation de cette édition entre mon département ministériel et l'Agence nationale de l'économie de conférence et également l'Agence nationale de la société d'information et certaines institutions de l'État dont l'implication était d'une grande importance. Je voudrais également saluer les efforts de toutes les sociétés d'État et les partenaires également internationaux qui ont conséquemment sponsorisé et accompagné cette édition dans un contexte de la Boussani Zanchan-Kassani. Oui, tout à fait. Et je dois ici rappeler qu'un autre facteur qui est d'ailleurs très important a contribué à cette réussite. Il s'agit de notre participation au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Il faut rappeler que c'est cela qui nous a permis de mener un plaidoyer fort autour de toutes les délégations présentes pour les inviter au SAFEM. Je profite également de cette occasion pour réitérer mes remerciements au nom de tous les artisans au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Chani, qui a demandé à ce qu'un avion soit mis à notre disposition pour nous transporter jusqu'au Burkina. Il faut savoir que l'avion a eu à transporter 100 personnes, donc 85 artisans, 15 personnels d'encadrement. Et durant cette mission, la délégation nigérienne à cette occasion, il faut le dire, ils nous ont déclaré un chiffre d'affaires de 160 millions de francs CFA. En réponse à notre participation au CIAO, il faut le rappeler, le Burkina Faso a également affrété des avions pour venir participer au SAFEM. Nous pouvions dire que les pays de l'AES ainsi que Togo ont aussi contribué à la réussite du SAFEM. La ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Sofiane Agaïchatou, hier sur le plateau de la télévision nationale pour la présentation de son bilan. Aujourd'hui, ça va être le tour du ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Dans le cadre des travaux du Congrès constitutif international des établissements privés et de l'enseignement professionnel et technique d'Afrique qui se tient ici à Niamey, les participants venus de plusieurs pays de la sous-région ont profiter de cette occasion pour rendre une visite ce matin à l'Institut africain de technologie IAT, une façon de voir comment cet établissement forme des étudiants ici au Niger. Le résumé avec Sekina Sadou Gazibo et Ibrahim Abdou. En marge du Congrès constitutif international des établissements privés de l'enseignement professionnel et technique d'Afrique, les participants ont effectué une visite à l'Institut africain de technologie IAT. À l'issue de cette visite, le président des instituts privés de la Côte d'Ivoire a livré ses impressions en ces termes. Chez nous en Côte d'Ivoire, on met tous les ouvrages à niveau. C'est-à-dire toutes les écoles qui sont du réseau, on les met à niveau. C'est-à-dire qu'on fait une inspection, on regarde ce qui manque, des extincteurs, la construction même du bâtiment, on essaie de voir, et puis on le met tous à niveau pour leur permettre de répondre aux obligations que l'État va donner. L'État a des exigences. Bon, quand ces exigences sont prévues, vous êtes obligé de casser tel bâtiment, faire ceci. Or, si nous avons déjà fait nous-mêmes déjà l'évaluation ou pour la prévention des risques, on applique immédiatement. Non, il y a un bâtiment qui se construit. Je demandais à connaître un peu la profondeur des longrines, quelle est la taille des longrines. Bon, j'ai demandé à comprendre un peu. Mais ça demande de venir et puis de faire une inspection correcte pour donner les directives. On nous envoie les photos et puis on produit ça. C'est un peu ce qu'on peut faire. Nous sommes en coopération, nous sommes tous des écoles et il faut qu'on s'associe, qu'on travaille correctement. Voilà, ce n'est pas simplement en Côte d'Ivoire, mais il faut qu'on travaille ici aussi, que les écoles soient dans les règles. C'est plus important, c'est des vies, ce sont nos enfants qu'on protège, donc il faut faire quelque chose de bien. Le directeur des études de l'IAT se réjouit de cette visite qui coïncide avec la journée culturelle. C'est une coïncidence parce qu'au niveau de l'Institut africain de technologie, chaque trimestre, il y a une journée qui est dédiée au port de tenues traditionnelles pour impulser la culture nigérienne et les valeurs sociales que nous portons, afin que les étudiants puissent inculquer cela dans leur démarche en tant que futurs cadres ou futurs carrément des autorités de ce pays-là. Aujourd'hui, l'IAT est honoré
pour recevoir les écoles fondatrices de la Confédération africaine des établissements d'enseignement du privé. Et cette conférence a eu lieu au Niger où le fondateur de l'IAT a été élu comme président de la Confédération africaine des établissements d'enseignement supérieur du privé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces écoles se sont réunies. Tous les représentants de ces institutions africaines ont visité l'école pour qu'on puisse partager la gouvernance qu'on est en train de faire, la gouvernance du point de vue administratif, du point de vue pédagogique et partager d'autres expériences dans le domaine de la formation technique et professionnelle. Cette visite s'inscrit dans le dynamique de coopération régionale initiée par ce congrès qui a réuni 8 pays africains, à savoir la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Togo et la Guinée, engagés dans le développement et la promotion de l'enseignement professionnel et technique. Suite au concours de recrutement de 92 agents pour le compte de la radio et télévision du Niger RTN, annulé par le ministre de la Communication, les déclarations se suivent dans cette institution. Après celle des délégués, des contractuels hier, aujourd'hui, c'est les membres du comité de crise formé par les non admis à ce concours qui était face à la presse pour désolidariser de la déclaration d'hier, mais aussi pour apporter leur soutien à la décision du ministre de la Communication. Voyons tout cela avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Il s'agit là des membres du comité de crise des agents contractuels de la radio et télévision du Niger, la RTN, qui se retrouvent ainsi par la présente rencontre pour se pencher sur la situation née du concours de recrutement de 92 agents pour le compte de cet organe audiovisuel public. Après avoir passé au peigne fin les différents contours ayant marqué ce concours, les membres du comité de crise disent contester avec la dernière énergie les résultats et l'ensemble du processus du recrutement des 92 agents de la RTN confiés au cabinet leader d'Afrique. Saluons de vive voix la sage décision du ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, Sidi Mohamed Raliou, de surseoir au recrutement jusqu'à nouvel ordre. Apportant tout notre soutien à cette décision juste et salutaire au ministre de la du ministre, apportant tout notre soutien à cette décision juste et salutaire du ministre de la Communication. Demandons la reprise du concours par un comité ad hoc dans la transparence et la régularité conformément aux instructions des plus hautes autorités de notre pays. Affirmons qu'à partir de ce jour, nous nous désolidarisons et nous ne reconnaissons plus, et cela jusqu'à nouvel ordre, dans toute déclaration du comité des contractuels de la RTN, en l'occurrence celle du mardi 25 février 2025, un comité dont tous les délégués sont admis sans exception et comme par miracle à ce concours de recrutement. Sollicitons la plus haute bienveillance du président du CNSP, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, père de la nation, de recruter l'ensemble des agents contractuels de la RTN compte tenu du besoin et mettre fin ainsi à toute polémique. Et enfin, remercions le président du CNSP, chef de l'État, le Premier ministre et le ministre de la Communication pour leur sagesse, leur clairvoyance et leur leadership. Aussi, les membres du comité de crise des agents contractuels de la RTN émettent ce vœu. Puisse Allah, le Tout-Puissant, faire triompher la vérité et la justice pour que tous les agents, pères et mères de famille, lésés dans ce processus de recrutement soient mis dans leurs droits. Quoi qu'il en soit, il urge de trouver une solution à ce problème qui commence à prendre une tournure de nature à entacher l'esprit d'équipe au sein de la RTN. Merci Adam Ousmana. Place à présent à notre rendez-vous hebdomadaire, la chronique juridique qui porte aujourd'hui sur le juge d'instruction et le délai d'instruction. C'est un thème développé par Maître Ahmed Maman, avocat à la Cour. Très bonne réception.
Le juge d'instruction et les délais d'instruction. Comme vous le savez, en matière pénale, il y a une séparation des fonctions, notamment la fonction de poursuite qui est réservée au ministère public, la fonction d'instruction qui est réservée au juge d'instruction et à la chambre d'accusation, et la fonction de jugement qui est réservée aux cours et tribunaux qui sont chargés de juger. Maintenant, relativement à la fonction du juge d'instruction qui est chargé d'instruire l'affaire à charge et à décharge, il est aussi encadré dans des délais en matière de détention, en matière de demande de liberté provisoire, en matière aussi de délai d'appel relativement aux ordonnances qu'il sera amené à prendre. Donc, sans m'attarder sur certains éléments de délai et tout, je vais m'attarder seulement sur les 3 points, notamment sur la détention préventive, la liberté provisoire et sur les délais d'appel. Donc, par rapport à la détention provisoire ou préventive, comme vous le savez, le principe, c'est la liberté et la détention, l'exception. Donc, normalement, il y a des conditions pour que les juges d'instruction puissent placer en détention injusticiable un inculpé. À partir du moment où il n'y a pas en tout cas, il n'y a aucune crainte que l'inculpé puisse exercer une pression sur des témoins ou sur des victimes, ou à partir du moment où il ne peut pas se soustraire, en tout cas à la justice quand le juge aura besoin de lui, ou à partir du moment aussi, ce n'est pas un moyen pour le juge de conserver des preuves ou que l'infraction ne continue pas en tout cas à se commettre, où il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Normalement, le juge doit éviter de placer en détention l'inculpé à partir du moment où il y a des garanties suffisantes de représentation. Maintenant, dans l'autre cas où le juge est amené à placer en détention un inculpé, c'est que là aussi le juge est encadré dans des délais bien déterminés. Par exemple, quand il s'agit d'une infraction dont la condamnation est inférieure ou égale à 3 ans, la détention ne doit pas excéder 6 mois de détention. Et là, le juge est obligé d'instruire son affaire, donc le dossier, dans ce délai. Mais dans les autres cas aussi en matière correctionnelle, donc le juge peut toutefois proroger ce délai de 6 mois, mais une seule fois. À partir du moment où nous ne sommes plus dans ce cas de figure de 3 ans ou de moins de 3 ans, le juge il place un détenu, un inculpé, pour un délai de 6 mois renouvelable seulement une seule fois. Alors qu'en matière criminelle, c'est un délai de 18 mois qui est reconnu au juge en matière de détention préventive. Et toutefois aussi, ce délai peut être prorogé, mais sans pour autant que ça excède 12 mois de prorogation. Donc voilà pour ce qui est de délais de détention qui sont prévus par la loi, notamment en matière correctionnelle et en matière criminelle, quand le juge est amené à placer en détention les inculpés. Donc, en dehors de cet aspect, il faut évoquer la question des délais, où le juge d'instruction aussi est astreint à respecter certains délais, notamment en matière de demande de liberté provisoire. Parce qu'un inculpé ou son conseil peut toutefois formuler une demande de mise en liberté provisoire qu'il dépose chez le juge d'instruction. Là, le juge d'instruction qui est saisi d'une requête aux fins de mise en liberté provisoire, il est tenu de se prononcer dans les 10 jours qui suivent la communication du dossier au parquet, donc au procureur de la République. Et s'il y a une partie civile dans le dossier, il est aussi tenu de l'aviser. Mais là, il doit se prononcer après 5 jours qu'il ait avisé la partie civile. Donc, faute de quoi, si il ne se prononce pas, en tout cas dans ce délai, obligatoirement, la chambre d'accusation est saisie par l'inculpé ou son conseil, qui doit aussi se prononcer dans les 15 jours. Parce qu'il s'agit de questions de liberté, de questions de détention. Donc, la chambre d'accusation doit se prononcer dans les 15 jours. Et elle-même, si elle ne se prononce pas sur la question de liberté, dans les 15 jours, donc l'inculpé est mis d'office en liberté.
Donc il acquiert sa liberté d'office, la liberté d'office. Donc voilà pour ce qui est des délais relativement aux demandes de liberté provisoire auxquelles les juges d'instruction doivent en tout cas respecter. Et en dehors de ces délais, je disais tantôt que j'allais évoquer aussi les délais d'appel. Parce que quand le juge prend ses ordonnances, que ce soit des ordonnances de renvoi, des ordonnances de non-lieu ou toute autre ordonnance pour laquelle, en tout cas, ou pour lesquelles le Code de procédure pénale a prévu des voies de recours, c'est que le procureur de la République peut interjeter appel dans les 3 jours. Le procureur général aussi peut interjeter appel contre l'ordonnance rendue par le juge d'instruction aussi dans 3 jours. Maintenant, pour ce qui est de la partie civile et l'inculpé, les deux ont 5 jours pour interjeter appel contre les ordonnances rendues par le juge d'instruction. Mais pour ce qui est de la partie civile, au fait qu'il peut interjeter appel contre les ordonnances ou l'ordonnance du juge d'instruction, c'est seulement quant à ses intérêts civils qu'elle peut interjeter appel. Elle ne peut pas interjeter appel relativement aux questions de détention et autres, mais c'est sur ses intérêts civils qu'elle peut interjeter appel contre les ordonnances du juge.